Maintenant, étudions l'action collective. Nous commencerons par l'approche psychosociologique et psychosociale. Qu'est-ce que c'est que l'action collective? On nous parle de manifestations de rue, de sit-in, de grèves légales ou sauvages, avec violence, sans violence. Tous ces mouvements de protestation, qui peuvent parfois déboucher sur des changements politiques d'envergure, posent la question d'apparence simple. Comment se produit le rassemblement d'individus ayant pour but la défense d'intérêts communs? Quelquefois, l'ensemble est placé sous le terme de mobilisation. Mais l'analyse collective de l'action ne s'inscrit pas nécessairement sur le registre politique. On va s'intéresser à plusieurs approches théoriques. Dans un premier temps, on s'intéressera à ce que l'on appelle la psychologie des foules, puis dans un deuxième temps, à l'action collective et frustration relative. Et puis pour terminer, je m'intéresserai à un autre ensemble que l'on appelle les mouvements sociaux et mutations des valeurs. Commençons par la psychologie des foules. Plusieurs auteurs se succèdent, c'est avant tout une approche française qui se développe au XIXe siècle. Cette approche aujourd'hui représente surtout un intérêt historique, pas tellement en termes instrumentaux. Le premier, qui développe des idées tournant autour du thème de la psychologie des foules, c'est Hippolyte Taine, qui est un historien et philosophe français. Dans son livre « Les origines de la France contemporaine », paru en 1887, Taine nous montre comment, à la lumière des événements de la Révolution française, ou plus tardivement de la Commune, par une sorte de contagion mutuelle des émotions, c'est de lui, l'individu, pris dans la foule, perd toute raison. Mais il semblerait néanmoins que tous les individus ne sont pas soumis à cette sorte de contagion qui semblerait les ramener à un état de nature ou à une sorte de sauvagerie. Ainsi, il va distinguer des personnes entre guillemets bien nées qui savent résister à cet instant primitif, tandis que les classes populaires sont directement exposées à cette rechute. Une fois prise dans son délire, la foule se meut sous l'impulsion de meneurs qui l'excitent. Cette vision, plutôt assez réactionnaire et inquiétante, est inspirée par le darwinisme, dans lequel l'homme n'est loin du singe que par l'acquisition de la raison. Et celle-ci, d'après Taine, est inégalement distribuée en vertu, entre guillemets, de la race et des origines sociales. Vous sentez que là, déjà, on est quand même sur un mouvement qui ne sont pas très très bons. Deuxième auteur, Gabriel Tarde, qui est un sociologue, qui va être un contemporain de Durkheim, mais qui va rester dans l'ombre du grand Durkheim, alors qu'il lui va développer également des méthodes entre guillemets scientifiques de la sociologie. Donc l'étude qui nous intéressait, c'est une étude qui est parue en 1890, les lois de l'imitation. Dans cette étude, Tarde parle de la contagion qui n'est pas un phénomène temporaire, mais qui est inhérent à la société humaine, mais aussi animale. Pour qu'on naisse une foule, il faut que les individus puissent former, du fait de ressemblances sociales, une communauté, mais aussi que, entre guillemets, l'atmosphère morale s'y prête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un faisceau d'idées propres doit dynamiser ce rassemblement. Mais ces rassemblements ne sont pas spontanés. Un événement va déclencher ce mouvement qui ne saurait exister in fine. Il faut qu'il y ait des inspirateurs, des meneurs, ce qu'il appelle des ferments. Ce sont ces foules conduites par des sectaires qui sont les plus dangereuses. Il va parler par exemple des clubs sous la Révolution française.
Elles ne sont en effet pas conduites par des meneurs isolés et quelquefois dépassés par la foule, mais par des agitateurs organisés en sectes, en syndicats, en associations ou en partis. Ce qui est assez intéressant, c'est que Tarde souligne qu'il existe de nouveaux meneurs qui apparaissent à son époque. Ce sont les journalistes qui, pour lui, opéreront dans l'avenir de grandes conversions de masse. Et puis on a un troisième auteur français, qui est Gustave Le Bon, qui emprunte ses analyses aux deux précédents et va faire paraître en 1895 un ouvrage qui va rester à la postérité. Cet ouvrage, c'est La psychologie des foules. Et lui va décrire la foule comme étant une âme collective, posant en même temps la question de la loi de l'unité mentale des foules. Il va dire une foule, libère les instincts de ceux qui la composent. En particulier, la violence, l'intolérance, la recherche de puissance, voire basiquement la bêtise. Le Bon rejoint ainsi la conception plutôt assez pessimiste sur les conditions humaines de Taine. Et lui compare la foule à un ensemble sous hypnose, et comme le faisait Tarbes, et qui peut être manipulé par des meneurs, qui vont ainsi subjuguer ce qu'il appelle des patients. Et dans son livre, dont vous avez ici 3 chapitres que j'ai repris, il va donner des conseils aux gouvernants. Comment est-ce qu'il faut faire pour contrôler une foule, l'impressionner, et il va dire notamment il faut répéter des images simples et fortes, ne pas hésiter à faire appel à l'irrationnel, à l'inconscient. Alors c'est certain que c'est pas un travail scientifique, loin de là. Il va notamment beaucoup inspirer, d'une part d'autres auteurs, des gens par exemple qui vont travailler sur l'agression instinctive ou l'instinct sauvage, Lorenz par exemple, mais aussi quelqu'un d'autre, et vous voyez les influences que cela peut avoir, Wilhelm Reich, qui va travailler sur la psychologie de masse du fascisme, et notamment Gustave Le Bon, on pourra lui reprocher d'avoir beaucoup influencé les grands hommes politiques de la première moitié du XXe siècle, notamment dans le régime totalitaire, les Staline, Mussolini, Hitler, Franco, etc. Visiblement ont lu de très près et se sont beaucoup intéressés au livre de Le Bon. Je vous laisse regarder le sommaire, vous voyez qu'il y a quand même des choses qui sont assez fortes. C'est un livre que vous pouvez vous trouver, si même certains s'y intéressent, j'ai la version numérique du livre. Je peux vous la mettre à disposition. Mais d'autres hommes politiques s'intéresseront à lui. Par exemple, Churchill, De Gaulle a rencontré 2 mois avant sa mort Gustave Le Bon, par exemple. Roosevelt également l'avait rencontré. Donc c'est celui qui va vraiment être au tout début de l'utilisation de ce qu'on va appeler les images de propagande, le discours simple, comment mettre une foule en transe. Regardez les fameux discours d'Hitler devant des foules de dizaines de milliers de personnes qui scandent son nom et des slogans. On peut dire que là, effectivement, de manière historique, vous avez des approches qui avaient trouvé preneur. Merci de votre attention.